Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 11. Après la scène de la salle de fécondation, le tout Londres des castes supérieures brûlait d'envie de voir cet être délicieux qui était tombé à genoux devant le directeur de l'incubation et du conditionnement, ou plutôt l'ex-directeur, car le pauvre homme avait donné sa démission sur-le-champ et n'avait plus remis les pieds dans le centre. Cet être qui s'était affalé en l'appelant, la plaisanterie était presque trop bonne pour être vraie, mon père. Linda, au contraire, ne provoqua nul enthousiasme. Personne n'éprouvait le moindre désir de voir Linda. Dire qu'on est mère, ce n'était plus une plaisanterie, c'était une obscénité. En outre, elle n'était pas une sauvage authentique. Elle avait été couvée en flacon, décantée et conditionnée comme tous les autres, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des idées véritablement bizarres. Enfin, et c'était là de beaucoup la raison la plus puissante pour qu'on ne désirât point voir la pauvre Linda, il y avait son aspect. Obèse comme elle l'était, avec sa jeunesse perdue, avec ses dents gâtées, son teint pustulé et quelle galbe, Ford, il était tout bonnement impossible de la regarder sans avoir la nausée. Oui, véritablement la nausée. Aussi, les gens le plus en vue étaient-ils fermement décidés à ne pas voir Linda. Et Linda, quant à elle, n'avait nul désir de les rencontrer. Le retour à la civilisation, c'était pour elle le retour au soma. C'était la possibilité de rester au lit et de prendre congé sur congé, sans avoir jamais à en revenir avec la migraine ou des vomissements, sans avoir jamais à ressentir ce qu'on éprouvait toujours après avoir pris du peyote, la sensation d'avoir fait quelque chose de si honteusement antisocial qu'on ne pourrait plus jamais tenir la tête haute. Le soma ne vous jouait aucun de ses tours déplaisants. Le congé qu'il donnait était parfait, et si la matinée suivante était désagréable, elle ne l'était pas intrinsèquement, mais seulement en comparaison des joies du congé. Le remède consistait à rendre le congé continu. Goulûment, elle réclamait des doses toujours plus fortes, toujours plus fréquentes. Le docteur Shaw hésita d'abord, puis il lui permit d'en prendre ce qu'elle désirait. Elle en prit jusqu'à 20 grammes par jour. Cela l'achèvera d'ici un mois ou deux, confia le docteur à Bernard. Un beau jour, le centre respiratoire sera paralysé. Plus de respiration, fini. Et ce sera tant mieux. Si nous pouvions rajeunir, ce serait naturellement différent. Mais nous ne le pouvons pas. Chose surprenante de la vie de tous, car pendant son congé de soma, Linda se trouvait fort commodément mise à l'écart, John souleva des objections. Mais ne lui raccourcissez-vous pas la vie en lui donnant de telles quantités de soma ? D'un point de vue, oui, reconnut le docteur Shaw, mais d'un autre, nous l'allongeons à la vérité. Le jeune homme ouvrit tout grand les yeux sans comprendre. Sans doute le soma vous fait perdre quelques années dans le temps, reprit le docteur. Mais songez aux durées énormes, immenses, qu'il est capable de vous donner hors du temps. Tout congé pris par le soma est un fragment de ce que nos ancêtres appelaient l'éternité. John commençait à comprendre. L'éternité était dans nos lèvres et nos yeux, murmura-t-il. Comment ? Rien. Bien entendu, reprit le docteur Shaw, on ne peut pas permettre aux gens de filer dans l'éternité s'ils ont un travail sérieux à faire. Mais comme elle n'a pas de travail sérieux, elle. Malgré tout, persista John, cela ne me semble pas bien. Le docteur haussa les épaules. Oh, bien entendu, si vous préférez l'avoir tout le temps sur le dos, hurlant comme une folle. En fin de compte, John fut obligé de céder. Linda eut son soma. Elle resta dorénavant dans sa petite chambre au 37e étage de la maison à appartement de Bernard, au lit, avec la TSF et la vision fonctionnant en permanence, le robinet à patchouli entr'ouvert de façon à laisser couler le parfum goutte à goutte, et les comprimés de soma à portée de sa main. C'est là qu'elle demeura, et pourtant ce n'est point là qu'elle était. Elle était tout le temps ailleurs, infiniment loin, en congé dans quelque autre monde, où la musique radiophonique était un labyrinthe de couleurs sonores, un labyrinthe glissant,
palpitant, qui menait, par quelques tournants merveilleusement inévitables, à un centre brillant de certitude absolue, où les images dansantes de la boîte à télévision étaient les acteurs de quelques films sentants et chantants, indescriptiblement délicieux, où le patchouli tombant goutte à goutte était plus qu'un parfum, devenant le soleil, un million de saxophones, Popée faisant l'amour, mais beaucoup plus intensément, incomparablement plus fort et sans cesse. Non, nous ne pouvons pas rajeunir, mais je suis très content, avait conclu le docteur Shaw, d'avoir eu cette occasion d'observer la sénilité chez un être humain. Je vous remercie vivement de m'avoir fait venir. Il serra vigoureusement la main de Bernard. C'était donc à John qu'ils en avaient tous, et comme c'était uniquement par l'entremise de Bernard, son gardien accrédité, que John pouvait être vu, Bernard se trouva alors pour la première fois de sa vie traité non pas simplement comme tout le monde, mais en personnage de toute première importance. Il n'était plus question de l'alcool dans son pseudo-sang, on ne faisait plus de plaisanteries sur son aspect personnel. Henry Foster se dérangea pour lui témoigner de l'amitié. Benito Hoover lui fit cadeau de 6 paquets de gomme à mâcher à base d'hormones sexuelles. Le prédestinateur adjoint vint le voir et mendia quasiment avec bassesse une invitation pour l'une des soirées de Bernard. Quant aux femmes, il suffisait que Bernard fît allusion à la possibilité d'une invitation pour qu'il pût avoir celle qui lui plaisait, n'importe laquelle. Bernard m'a invité à voir le sauvage mercredi prochain, annonça triomphalement Fanny. Comme je suis contente, dit Lénina. Et maintenant, il vous faut reconnaître que vous vous étiez trompé sur le comte de Bernard. Vous ne trouvez pas qu'il est plutôt gentil ? Fanny acquiesça d'un signe de tête. Et je dois avouer, dit-elle, que j'ai été bien agréablement surprise. Le chef metteur en flacon, le directeur de la prédestination, 3 sous-adjoints au fécondateur général, le professeur de cinéma 100 ans au collège des ingénieurs en émotion, le doyen de la chanterie en commun de Westminster, le contrôleur de la Bokanovskification, la liste des notabilités de Bernard était interminable. Et j'ai eu 6 femmes la semaine dernière, confia-t-il à Helmholtz Watson. 1 lundi, 2 mardi, encore 2 vendredi et 1 samedi. Et si j'en avais eu le temps ou le désir, il y en avait encore 12 au moins qui ne demandaient pas mieux. Helmholtz écouta ces vantardises avec un silence si sombrement désapprobateur que Bernard en fut froissé. « Vous êtes envieux, dit-il. » Helmholtz secoua la tête en dénégation. « Je suis un peu triste, voilà tout, répondit-il. Bernard le quitta avec colère. Jamais, se dit-il en lui-même, jamais plus il n'adresserait la parole à Helmholtz. Les jours passèrent, le succès monta à la tête de Bernard comme un vin mousseux, et au cours de l'opération, le réconcilia complètement, comme doit le faire tout bon produit grisant, avec un monde que jusque-là il avait trouvé fort peu satisfaisant. Pour autant qu'il reconnaissait son importance à lui, Bernard, l'ordre des choses était bon. Mais bien que réconcilié par son succès, il refusa cependant de renoncer au privilège de critiquer cet ordre, car le fait de critiquer rehaussait chez lui le sentiment de son importance, lui donnait l'impression d'être plus grand. En outre, il pensait sincèrement qu'il y avait des choses critiquables. Simultanément, il lui plaisait sincèrement d'avoir du succès, et d'avoir toutes les femmes qu'il voulait. Devant ceux qui, à présent, à cause du sauvage, lui faisaient leur cour, Bernard étalait un manque d'orthodoxie frondeur. On l'écoutait poliment, mais derrière son dos, les gens hochaient la tête. Ce jeune homme finira mal, disait-il, prophétisant avec d'autant plus de confiance qu'ils allaient s'employer eux-mêmes, en temps voulu, à faire en sorte que la fin fût mauvaise. Il ne trouvera pas un autre sauvage pour le tirer d'affaire une seconde fois, disait-il. En attendant, il y avait, il est vrai, le premier sauvage. Ils étaient polis. Et parce qu'ils étaient polis, Bernard avait la sensation d'être positivement gigantesque, et en même temps transporté de légèreté, plus léger que l'air. Plus léger que l'air, dit Bernard, pointant son doigt en l'air. Comme une perle dans le ciel, là-haut, bien haut au-dessus d'eux, le ballon captif du service météorologique brillait, tout rose au soleil.
On montrera aux dix sauvages, telles étaient les instructions qu'avait reçues Bernard, la vie civilisée sous tous ses aspects. On lui en montrait à présent une vue à vol d'oiseau, du haut de la plateforme de la tour de Charingté. Le chef de gare et le météorologiste locaux lui servaient de guide. Mais c'est surtout Bernard qui parlait. Grisé, il se conduisait comme s'il était, à tout le moins, un administrateur mondial en tournée, plus léger que l'air. La fusée verte de Bombay tomba du ciel, les passagers descendirent. 8 jumeaux dravidiens identiques, vêtus de kaki, passèrent la tête par les 8 hublots de la cabine, les garçons de service. 1250 km à l'heure, dit le chef de gare d'un ton impressionnant. Que pensez-vous de cela, monsieur le sauvage? John trouva que c'était fort joli. Pourtant, dit-il, Puck savait passer une ceinture autour de la terre en 40 minutes.